Imaginez des pierres taillées avec une précision que même nos machines modernes peineraient à égaler. Des blocs gigantesques, polis comme du verre, des rainures parfaitement droites, des angles si nets qu'ils défient l'usure du temps. Comment des peuples supposés primitifs, vivant il y a des millénaires, ont-ils pu accomplir de tels exploits? Et si nos certitudes sur les capacités techniques de l'âge de pierre étaient bien trop limitées? Depuis toujours, l'âge de pierre évoque pour beaucoup une humanité fruste, armée de silex grossiers et de haches rudimentaires. Pourtant, un autre visage de cette époque se révèle peu à peu, celui d'artisans capables de créer des outils d'une sophistication insoupçonnée. Des vestiges archéologiques, dispersés de l'Égypte aux Andes, laissent entrevoir une maîtrise étonnante de la taille de la pierre. Stries parfaites, perforations profondes aux parois lisses, assemblage si ajusté qu'aucune lame de rasoir ne passe entre les blocs. Ces traces interrogent. S'agit-il d'un savoir-faire oublié, basé sur des techniques ingénieuses que nous peinons à reconstituer? Ou bien notre compréhension des limites technologiques des sociétés préhistoriques est-elle à revoir? Nous allons plonger au cœur de ces mystères, des outils surprenants, des méthodes de taille inimaginables pour leur temps et des chefs-d'œuvre de pierre qui défient encore nos ingénieurs modernes. Accrochez-vous, l'âge de pierre pourrait bien être beaucoup moins primitif que vous ne l'imaginiez. Bien avant l'invention du métal, les premiers humains ont dû apprendre à transformer la pierre brute en outil. Loin d'être un geste primitif, cette maîtrise naît il y a plus de 2 millions d'années, lorsque Homo habilis façonne les premiers éclats tranchants à partir de galets. Ce savoir se perfectionne avec Homo erectus, qui met au point les bifaces, de larges lames taillées des deux côtés, capables de couper, gratter ou creuser avec une efficacité étonnante pour leur époque. Déjà, la taille n'est pas laissée au hasard. Les artisans préhistoriques choisissent des pierres précises, silex, obsidienne, quartzite, en fonction de leur dureté et de leur capacité à produire des arêtes vives. Mais au fil des millénaires, la pierre cesse d'être seulement utilitaire pour devenir l'objet d'un véritable raffinement technique. Les chasseurs-cueilleurs perfectionnent la méthode du débitage par pression, qui consiste à exercer un appui contrôlé sur le bord d'un éclat pour détacher de fines lamelles régulières. Cette technique, qui demande une précision extrême et une compréhension fine des fractures, permet d'obtenir des pointes de flèches, des lames et des grattoirs d'une grande finesse. Dans certaines régions, comme au Proche-Orient ou en Afrique de l'Est, on retrouve des outils si parfaitement calibrés que leur symétrie étonne encore les archéologues modernes. L'obsidienne, verre volcanique au tranchant quasi chirurgical, devient un matériau de choix. On sait aujourd'hui qu'une lame d'obsidienne peut être plus fine qu'un scalpel médical, avec un tranchant inférieur à 1 micron. Les tailleurs de pierre du néolithique l'avaient compris bien avant nous. Ils savaient exploiter ces propriétés uniques pour créer des outils d'une précision qui, même à l'échelle moderne, impressionne. Cette virtuosité technique ne servait pas seulement à chasser ou à dépecer, elle ouvrait la voie à des réalisations architecturales. En maîtrisant la fracture contrôlée, les peuples préhistoriques ont pu préparer des blocs, ajuster des pièces et bâtir des structures dont la solidité et l'assemblage défient le temps. Déjà, se profilait l'idée qu'avec la pierre, on pouvait construire plus grand, plus durable et bien plus précis que ce que l'on imagine pour un monde sans métal. Si ces premiers tailleurs ont su exploiter la pierre avec autant d'ingéniosité, comment expliquer les monuments mégalithiques aux ajustements parfaits que l'on découvrira bientôt? Le chapitre suivant nous plongera au cœur de ces prouesses architecturales qui semblent dépasser les moyens supposés des sociétés de l'âge de pierre. Lorsque l'on pense à l'âge de pierre, on imagine souvent des abris rudimentaires et des outils élémentaires. Pourtant, les peuples préhistoriques ont laissé derrière eux des constructions monumentales qui défient l'entendement. Stonehenge, en Angleterre, reste l'un des exemples les plus célèbres. Ces blocs de grès atteignent plus de 40 tonnes et ont été transportés
sur des dizaines de kilomètres. Mais il existe des réalisations encore plus impressionnantes, souvent moins connues du grand public. En Turquie, le site de Göbekli Tepe, daté d'environ 9600 avant notre ère, révèle des piliers de calcaire finement sculptés, ornés de reliefs d'animaux. Ces colonnes, hautes de plusieurs mètres, ont été extraites, déplacées et dressées sans aucune technologie métallique. Au Proche-Orient, les blocs de Baalbek, au Liban, atteignent des poids titanesques, certains dépassent les 800 tonnes. Comment ces pierres ont-elles été extraites et ajustées avec autant de précision à une époque supposée préhistorique? Plus à l'ouest, les dolmens et menhirs parsèment l'Europe, de la Bretagne à l'Espagne, en passant par l'Irlande. Le grand menhir brisé de Locmaria-Ker pesait environ 330 tonnes avant sa chute. Un exploit logistique pour une société sans roues ni bêtes de trait adaptée à un tel transport. Dans les îles britanniques, les cercles mégalithiques alignent des pierres si bien calibrées qu'ils forment des structures stables depuis plus de 5000 ans. Ce qui intrigue autant que la taille des pierres, c'est leur ajustement. Certaines dalles s'emboîtent avec une régularité stupéfiante, sans mortier, comme à Karnak ou à Poulnabron. Des chercheurs ont montré que certaines surfaces mégalithiques avaient été polies au point de réduire l'espace entre deux blocs à moins d'1 millimètre. On retrouve le même savoir-faire à l'autre bout du monde. À Sacsayhuaman, au Pérou, les pierres cyclopéennes taillées par les Incas ou leurs prédécesseurs s'imbriquent si parfaitement qu'aucune lame de couteau ne peut passer entre elles. Comment expliquer une telle précision? Les archéologues avancent plusieurs hypothèses. L'usage de coins en bois humidifiés pour fendre la pierre, des traîneaux sur des sols graissés, des rampes de terre ingénieuses, ou encore la lente accumulation d'un savoir empirique transmis sur des générations. Mais certains détails, rainures parfaitement droites, angles d'une précision géométrique, restent difficiles à reproduire avec les seuls outils lithiques connus. Si ériger ces monuments a demandé une ingéniosité impressionnante, que dire des outils eux-mêmes? Dans le chapitre suivant, nous plongerons dans les techniques secrètes de taille et de polissage qui permettaient d'obtenir ces surfaces incroyablement lisses et ces coupes qui semblent défier la logique de leur temps. Pour comprendre comment les bâtisseurs de l'âge de pierre ont pu réaliser des ajustements d'une telle précision, il faut se pencher sur leurs techniques de taille et de polissage. Loin d'un travail brut et aléatoire, ces méthodes révèlent une compréhension fine des propriétés de la roche et une patience extrême. La première étape consistait souvent à choisir le bon matériau. Le granit, le basalte ou le diorite sont extrêmement durs. Ils dépassent 6 à 7 sur l'échelle de Mohs. Pourtant, ces civilisations savaient comment les attaquer. Des études archéologiques montrent l'usage de percuteurs en pierre plus durs, comme la dolérite, pour fracturer et ébaucher les blocs. Cette méthode, appelée piquetage, permettait de façonner lentement des surfaces planes ou arrondies. Pour les pierres plus tendres, comme le calcaire ou le grès, la taille était plus rapide, mais elle demandait toujours une grande précision dans l'angle des frappes. Vient ensuite la finition. Pour obtenir une surface lisse, on utilisait un abrasif, sable, quartz broyé, poudre de pierre, associée à de l'eau, parfois sur des blocs servant de meules géantes. Cette abrasion progressive pouvait durer des jours, voire des semaines, mais elle permettait de créer des faces étonnamment régulières. À certains endroits d'Égypte, les blocs de calcaire des pyramides présentent encore des traces de polissage qui reflètent la lumière du soleil comme un miroir. Le forage préhistorique est tout aussi fascinant. Des poteries et des objets en pierre montrent des trous parfaitement cylindriques, creusés à l'aide de perceuses à archets combinés à des tiges en bois ou en os, et un abrasif comme le quartz ou l'ocre. Cette méthode, bien que lente, pouvait produire des cavités d'une précision millimétrique. Certains artefacts égyptiens et andins présentent des spirales internes si régulières qu'elles laissent perplexes sur la constance du geste. Le sciage est un autre exploit surprenant. Des indices archéologiques suggèrent
que des cordes imbibées d'abrasifs ou des lames rudimentaires enduites de sable pouvaient couper la pierre par usure progressive. Les chercheurs ont reconstitué ce processus. Même sans métal, un tel sciage peut donner des coupes droites et étonnamment lisses, mais demande un temps colossal et une main-d'œuvre spécialisée. Ce patient travail explique comment des blocs massifs ont pu être ajustés sans mortier, mais il révèle aussi une organisation collective. Extraction, transport, taille, polissage. Autant d'étapes coordonnées, nécessitant planification et savoir-faire transmis sur des générations. L'âge de pierre n'était donc pas une époque d'improvisation, mais un laboratoire de techniques avancées adaptées aux matériaux les plus difficiles. Si la précision des outils et des surfaces nous fascine, d'autres indices montrent que certaines civilisations ont standardisé leurs méthodes pour bâtir des complexes gigantesques. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment l'ingéniosité collective a permis de coordonner ces travaux monumentaux, de la carrière au chantier final. Si la taille d'un seul bloc de pierre demande déjà un savoir-faire précis, imaginez la construction de monuments entiers à partir de centaines, parfois de milliers, de ces blocs force le respect. Les sociétés de l'âge de pierre ont dû mettre en place une organisation collective complexe pour extraire, transporter et assembler ces pierres gigantesques. La première étape commence dans la carrière. Les bâtisseurs savaient repérer les affleurements les plus solides, éviter les fractures naturelles et exploiter les lignes de faille. Des techniques simples mais efficaces étaient employées. Creuser des rainures autour d'un bloc, insérer des coins en bois, puis les faire gonfler avec l'eau pour détacher lentement la roche. D'autres utilisaient des percuteurs pour créer des fissures contrôlées. Cette extraction méthodique exigeait déjà une connaissance empirique de la géologie. Vient ensuite l'épineux problème du transport. Sans roues adaptées ni animaux de très puissants, il fallait inventer des solutions ingénieuses. Les archéologues ont identifié plusieurs méthodes. Blocs posés sur des traîneaux de bois tirés par des équipes nombreuses, sols arrosés ou graissés pour réduire la friction, rondins servant de rouleaux temporaires. Dans le désert d'Égypte, des fresques montrent des ouvriers versant de l'eau devant les traîneaux pour faciliter la glisse. Ailleurs, comme à Stonehenge, des études expérimentales ont prouvé qu'un groupe coordonné de dizaines d'hommes pouvait déplacer des pierres de plusieurs tonnes sur des traîneaux et des rondins, parfois sur de longues distances. Une fois arrivés sur le site, il fallait mettre en place les blocs. Les rampes de terre compactées ou de pierre ont été utilisées pour hisser les éléments à des hauteurs considérables. Des leviers en bois et des cordes en fibres végétales permettaient d'ajuster les blocs millimètre par millimètre. Certains chercheurs pensent que les constructeurs pouvaient utiliser des systèmes de contrepoids rudimentaires, mais extrêmement efficaces. Derrière ces exploits logistiques se cache une organisation sociale impressionnante. Ces chantiers nécessitaient des centaines de travailleurs spécialisés. Tailleurs, transporteurs, chefs d'équipe, planificateurs. Il fallait nourrir et loger ces ouvriers, gérer les saisons, prévoir les ressources. Les mégalithes ne sont donc pas seulement des prouesses techniques. Ils témoignent de sociétés capables de planifier à long terme, de fédérer des communautés autour d'un projet symbolique ou religieux. Cette coordination va bien au-delà de l'image simpliste de tribus isolées. Elle suggère des structures sociales solides, capables de mobiliser de vastes équipes pour des décennies. Les monuments mégalithiques deviennent ainsi les preuves visibles d'une organisation que nous pensions réservée aux premières civilisations agricoles avancées. Après avoir vu comment ces peuples ont bâti l'impossible, reste une question qui intrigue encore les chercheurs. Pourquoi déployer tant d'efforts pour atteindre une telle précision? Le dernier chapitre explorera les hypothèses sur la fonction et la symbolique de ces monuments et outils incroyablement sophistiqués. Après avoir exploré les prouesses techniques des tailleurs de pierre et l'organisation colossale des chantiers mégalithiques, une question persiste. Pourquoi ces peuples ont-ils investi tant d'efforts pour atteindre une précision qui dépasse leurs besoins immédiats? Les archéologues ont proposé plusieurs pistes,
mêlant pragmatisme et symbolique. La première explication est structurelle. Un ajustement parfait entre les blocs rend un monument plus solide et plus durable. Sans mortier ni liant, chaque pierre devait s'appuyer sur ses voisines avec une exactitude presque mathématique. Ce principe se voit dans les murs cyclopéens du Pérou ou dans certains dolmens européens. Une fois assemblés, ils résistent au séisme, aux intempéries et aux siècles. La précision n'était donc pas un luxe, elle assurait la longévité de l'ouvrage. Mais au-delà de la technique, la symbolique joue un rôle majeur. Les mégalithes servaient souvent de lieu de culte, d'observation astronomique ou de mémoire collective. Les alignements de Karnak, par exemple, semblent répondre à des repères célestes. Stonehenge, avec son orientation sur les solstices, reliait probablement le cycle des saisons à des rituels religieux. Dans ces sociétés où la nature régissait tout, construire en pierre avec une rigueur extrême revenait à fixer l'ordre du monde dans un matériau éternel. On peut aussi y voir un statut social. Maîtriser la taille de la pierre et organiser des chantiers gigantesques témoignait d'un pouvoir capable de rassembler et de nourrir des centaines de travailleurs. Les monuments devenaient un message de puissance et d'unité, visible à des kilomètres, défiant le temps et les générations. Certains chercheurs avancent que ces réalisations servaient autant à impressionner les vivants qu'à honorer les ancêtres. Enfin, certains sites révèlent un savoir scientifique ancien. Les bâtisseurs connaissaient l'astronomie pratique, position des solstices, équinoxes, phases lunaires. Les monuments étaient des calendriers géants permettant d'anticiper les saisons, vitales pour l'agriculture naissante. La précision des coupes et des alignements répondait donc à un besoin de mesurer et comprendre le ciel. Malgré ces hypothèses, un mystère demeure. Comment des sociétés sans métal, sans roues adaptées et sans écriture connue ont-elles accumulé une telle maîtrise? La réponse semble tenir en un mot: transmission. Un savoir empirique, raffiné sur des millénaires, où chaque génération perfectionnait les outils, les gestes et les méthodes. Ce patrimoine invisible s'est parfois perdu, laissant derrière lui des monuments qui paraissent aujourd'hui énigmatiques. Nous avons suivi le chemin des tailleurs de pierre, des premiers outils aux mégalithes monumentaux. Reste maintenant à ouvrir la réflexion. Que nous disent ces chefs-d'œuvre de pierre sur notre propre rapport au progrès et à la mémoire des savoirs oubliés? Des éclats de silex façonnés par Homo habilis aux blocs cyclopéens ajustés avec une précision qui défie encore nos ingénieurs, l'âge de pierre apparaît soudain bien différent de l'image simpliste d'une humanité fruste. Derrière chaque outil poli, chaque surface parfaitement plane, chaque monument géant, se cache une intelligence collective, une capacité d'observer, d'expérimenter, de transmettre et de bâtir qui dépasse largement la simple survie. Ces pierres immuables sont les témoins silencieux d'un savoir-faire que nous comprenons à peine. Elles rappellent que le progrès n'est pas toujours linéaire. Des techniques peuvent disparaître, des connaissances s'effacer, laissant aux générations futures le soin de les redécouvrir. Peut-être que certains secrets de taille ou de transport se sont perdus, enfouis dans l'oubli, tout comme des langues et des traditions entières. Elles posent aussi une question fascinante. Quelles traces laisserons-nous, nous, pour les millénaires à venir? Les civilisations modernes, persuadées de leur supériorité technique, construiront-elles des monuments capables de traverser des dizaines de milliers d'années comme ces mégalithes? Ou notre monde de béton et de métal s'effritera-t-il bien plus vite que ces pierres patiemment taillées? En redécouvrant la sophistication des bâtisseurs de l'âge de pierre, nous ne regardons pas seulement le passé, nous interrogeons notre avenir. Ces œuvres nous rappellent qu'avec de la persévérance, de l'ingéniosité et une vision collective, l'être humain peut accomplir l'impossible, même sans machine moderne. Et peut-être est-il temps de redonner toute sa valeur à ces savoirs oubliés, capables d'inspirer nos propres innovations.